Bienvenue pour cet entretien numéro 3 des Entretiens Basket Europe. Bienvenue Gwenaëlle Walker, enchanté. Et puis bienvenue à Nancy dans le studio de Basket Europe. Un petit rappel pour ce troisième entretien. Le principe, c'est de faire intervenir des personnalités du basket français, mais qui ont mis un pied dehors, puisqu'on s'appelle Basket Europe. J'essaie de trouver des profils un peu atypiques pour pas faire que des joueurs. Et je crois que j'ai trouvé, parce que tu as un profil a priori super intéressant, donc tu vas nous dire tout ça. On va commencer par te présenter. Ouais. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu es arrivé dans le basket professionnel? Ok, du coup, moi, c'est Gwenaëlle Walker, j'ai 28 ans. Et comment je suis arrivée dans le basket professionnel? Je suis arrivée assez tard, finalement. J'ai toujours été un peu dans le monde du sport depuis toute petite, parce que mon père a fait du sport en compétition. Je me souviens, j'étais peut-être 3-4 ans dans les salles de muscu. Maintenant, il fait encore des trails. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours fait de la gymnastique en compétition depuis que je suis petite. Et à l'université, j'ai commencé le cheerleading en compétition. Oui, c'est un sport. Ouais, Ça ouais, se pratique aux États-Unis. Université Il y a même américaine ou université française? en Belgique. Ok. Et du coup, le basket, j'ai toujours aimé ça, mais comme tout bon français, moi j'ai été autour du foot un peu plus. Foot, volleyball, handball, de manière générale. Surtout que dans le lycée dans lequel j'étais, moi je suis de Tours à la base, il y avait un centre de formation et il y a pas mal de gars qui d'ailleurs jouent, qui ont fait la Coupe du Monde, qui sont toujours pros aujourd'hui, même un centre de formation de rugby. Donc j'ai toujours plus été autour du football, rugby. Mais à l'école, comme tout le monde, on fait du basket. Je suivais un petit peu, mais sans plus. Et c'est vraiment à l'arrivée à l'université, parce que je suis partie en Belgique. Le sport, c'est vraiment beaucoup plus primordial au niveau en Belgique, surtout du côté flamand. J'étais du côté francophone, mais c'est vrai ils promouvoient vachement le sport au niveau de toute la communauté étudiante. Et donc, quand j'ai commencé le cheerleading, on allait forcément aussi supporter l'équipe de basket. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Il y avait l'équipe professionnelle de basket, du coup, à Bruxelles, qui jouait. Et donc, j'ai commencé à aller voir. Donc, c'est à ce moment-là que je suis rentrée plus dans le basket professionnel. Et au bout de 2 ans, du coup, Caleb a joué pour donc, l'équipe à Bruxelles. Et on s'est rencontrés. Et donc, j'ai été encore plus au niveau du basket professionnel. Mais avant ça, en fait, j'y suis vraiment rentrée par mon stage pour l'équipe de basket. Oui. Okay. Alors, au cas où, Caleb Walker, c'est un joueur du SLUC. Et elle s'appelle Gwenaëlle Walker parce que c'est la femme de Caleb Walker. Et c'est Caleb qui est ton mari aussi. On va essayer de pas Ouais. utiliser cette femme de, cette expression tout le temps. Non, j'aime pas ça en plus. Donc, c'est tes études, ton stage qui t'ont emmené au basket pro. Mes études, mon stage, oui. Et le sport, du coup, il y a le cheerleading, parce que on a été amené à être autour du basket. Donc, tu as trouvé basket. ton stage parce que tu connaissais le club comme ça? J'ai trouvé mon stage sur LinkedIn, honnêtement. Okay. Et je connaissais le club aussi parce que, en fait, l'université est liée un peu au club. Et donc, je connaissais un peu les gens de l'équipe et je suis un peu allée au culot aussi. Ça marche bien, il paraît. Visiblement. J'ai envoyé mon CV et puis du coup, j'ai eu le stage qui était donc dans la communication et le marketing parce que j'ai un master en communication et marketing. Okay. Du coup. Donc ensuite, tu as rencontré Caleb Walker à Bruxelles. Ouais. Il a fait quoi, une saison là-bas? Il a fait une saison. Et ensuite, vous êtes arrivé en France? À Fos. Okay. Alors, moi, j'étais encore en Belgique quand il était à Fos. Je fais des allers-retours 24 heures. Donc, je suis allée à quelques matchs à Fos, mais je n'étais pas là toute la saison. Mais après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai été là quand même une bonne partie de la saison, puisqu'on s'est retrouvés enfermés à Fos, finalement. Ok, ouais, il y a pire comme région. Non, ça va, c'était... Donc, vous vous êtes rencontrés en Europe, c'est bon. Tu as le droit d'être sur le podcast Basket Europe, donc c'est bon. En plus, il a eu pas mal d'expérience avant d'arriver, ne serait-ce qu'à Bruxelles, parce qu'il a commencé au Danemark, il a commencé dans des pays assez intéressants. C'est pas le parcours atypique de je sors d'université, je fais un petit club, mais dans une ligue correcte. Là, c'est vraiment, il est parti en bas de l'échelle du basket européen, quoi. Il est vraiment parti de rien. C'était vraiment beaucoup de motivation parce qu'il n'a pas eu la chance d'être drafté après l'université. Il n'a pas forcément eu les plus grosses opportunités parce que c'est un peu compliqué aussi quand on n'est pas drafté. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va du coup jouer en Europe? C'est nouveau. Les joueurs ne savent pas forcément à quoi s'attendre, surtout qu'il y a beaucoup de scams au niveau des agents. On ne sait pas trop à qui faire confiance, dans quelle situation on va se retrouver.
Donc, il est parti au Danemark, honnêtement, avec pas grand-chose. Il gagnait pas beaucoup. La situation de vie n'était pas le grand luxe. Il était en coloc, pas de voiture, vélo sous la neige. Bon, après, Après, honnêtement... il était au Nebraska. Il était au Nebraska. Bon, ça va. Ça va. Oui, mais bon, ils ont des voitures. Ouais. mais il a adoré, par contre. Ouais, sinon, il Parce serait qu'il rentré aux États-Unis. Il il a fait plusieurs saisons au Danemark. Ouais, il a fait Danemark, Allemagne, après il est retourné au Danemark aussi. Donc, rencontré à Bruxelles, Covid à Fos, Covid aussi quand il joue en Israël. Donc d'abord, il y a eu Lisbonne. C'est Lisbonne et ensuite... Okay. Ensuite Israël et ensuite on arrive à Nancy. Ah, donc ça va, t'es allé à Lisbonne. Ouais. Et donc là, c'était comment le basket À Lisbonne, alors c'était dommage parce que c'était à huis clos. Ah. Donc on n'a même pas pu aller du coup, parce que le stade c'était au Bénéficia. Donc j'ai pas pu aller voir les matchs en physique. Donc c'était vraiment différent parce qu'il n'y avait pas d'atmosphère finalement pour les matchs. Dommage. Mais au niveau du basket, le niveau était vraiment en dessous, je dirais. Parce qu'au Portugal, il y a vraiment 2-3 équipes qui se battent un peu en... Et c'est même pas le niveau de certaines équipes, je dirais, ailleurs ou autres. Il y a 2 équipes qui sont à un certain niveau, mais le basket était quand même intéressant. Mais c'est vrai que c'est un peu comme en Grèce, il y a toujours 2-3 top équipes. Et, on l'avait vu avec l'équipe nationale, ils avaient joué la France contre le Portugal et c'était limite de la Pro à la N1, le niveau. Oui, il y a un peu de tout, c'est surtout qu'au Portugal, en fait, ils arrivent à s'en sortir parce qu'il y a plein d'Américains qui viennent ou des étrangers. Des joueurs locaux, je suis pas sûre que ce soit une grosse majorité de ce qu'ils arrivent à avoir, quoi. Et donc, toi, tu es arrivé un peu là-dedans, dans le basket européen. Ouais. Il y a des choses qui, maintenant, avec quelques années de recul, tu dis, ouais, mais on a vécu des choses un peu incroyables. Oui, après, je dirais c'est surtout le stress d'une saison à l'autre, par exemple, de ne pas savoir où on va aller, de ne pas savoir dans quel type de situation on va se retrouver, parce que ça peut être une très bonne situation, comme ça peut être un appartement insalubre, on ne sait pas où on va vivre, du management qui n'est pas du tout aidant, pour tout ce qui est autour en fait, du basket. On parle pas encore de Nancy, ni de Fos. Alors... non. C'était vraiment pas savoir à quoi on va s'attendre. Et puis surtout que cette période-là, mine de rien, c'était autour du Covid. Ouais. Et donc, il y avait plein de choses qui étaient mises en place. Bon, après, au Portugal, on avait de la chance parce que vous étiez confinés en France. Ouais, c'était le pays, un des pays plus cool. Ouais. On vivait trop bien. Ouais, ils avaient fait le Final 8 de Champions League de foot là-bas parce que c'était un peu tranquille. Parce que c'était tranquille. Et nous, on pouvait aller à la plage, je me souviens, j'envoyais des messages à ma mère et c'était pas fou ici, quoi. Et donc là, vous êtes resté combien de temps là-bas? Une saison complète? Non, on est resté jusque décembre. Justement, en parlant de choses qui peuvent arriver, Caleb s'est fait cut en décembre, avant Noël. Très sympa. J'y croyais pas en plus parce que ça n'a jamais arrivé dans sa carrière. C'était un des meilleurs joueurs, je dis pas ça parce que c'est mon mari, c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe, même au niveau stats qu'il a porté. On n'a pas compris. Ils ont viré 2 Américains qui étaient très bons. Après, il y a des choix à faire. Par exemple, il y avait un joueur qui avait des enfants qui étaient arrivés aux États-Unis. Il y a des locaux. Enfin, je sais qu'ils peuvent pas virer qui veulent comme ils veulent non plus. C'est comme les JFL ou les non-JFL. En gros, les Américains, c'est le plus facile à se débarrasser. Et voilà. Mais au final, ils s'en sont pas sortis mieux après. Je crois qu'il y a eu un changement de staff quelque part. Enfin, quelque chose comme ça. Je pense que le coach était sous pression, il ne savait pas trop quoi faire. Mais ça a été compliqué, parce que c'était la première fois que ça arrivait dans sa carrière. Il n'a pas compris pourquoi non plus, parce qu'on ne lui reprochait rien. Ses stats étaient correctes. Donc ça a été un peu compliqué. Puis il est retourné aux États-Unis, quelques mois du coup. Et ensuite, il a joué en Israël quelques mois aussi, où je n'ai pas pu aller parce qu'il y avait des restrictions avec le Covid. Puis il y a eu les bombardements aussi, tout ce qui se passe avec la guerre. C'était quand il a dû rentrer au final, par exemple, les avions décollaient pas. Cette année-là, c'était une situation un peu... il a fait... alors, Danemark, je pense que c'était un peu plus tranquille, mais situation un peu cocasse dans certains cas. La Belgique, ça doit être cool, mais ne serait-ce que d'arriver dans un pays où il y a 2 langues différentes, 2 cultures hyper différentes. Peut-être qu'en tant qu'Américain, il a dû voir certaines choses. Alors, la Belgique, il a adoré, honnêtement. Et je pense que, de manière générale, tous les deux, c'est ce qu'on a préféré. Parce qu'en Belgique, c'est vachement plus cosmopolite. Le fait qu'il y ait les côtés néerlandais, le côté français... Mais toute l'équipe, au final, parlait bien anglais. Ouais.
Et comme tout le monde vient un peu plus de partout, il y a un peu moins cette séparation comme en France, les joueurs français et les joueurs américains. Et en Belgique, je trouve que tout le monde se mélange un peu plus facilement. On avait beaucoup plus de vie d'équipe que ce que je peux voir un peu dans les équipes en France. Bon, après, c'est encore le cas, vraiment américain, français ça dépend des équipes. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a encore un peu cette séparation, oui, joueurs français, joueurs américains, dans la vie. C'est bien, tu fais peut-être oui, je fais un peu la transition. Enfin, non, mais américain, marié avec un Américain, mais français. Ouais. Donc, non, c'est vrai que du coup, ça nous a un peu fait la balance entre les joueurs français et les joueurs américains. Donc, après, retour en France et à Nancy, en Pro B, avec l'équipe qui est montée. C'est la première année qui est arrivée. Première année directement, ouais. Ça, c'était fou. Ça devait être cool. C'était cool. La première saison après le Covid où il y avait vraiment du monde dans la salle. Ouais, en plus. C'était fou parce que on avait vraiment une bonne équipe. Il y a eu quelques changements et les pièces qui sont arrivées, notamment, je me souviens, David, qui était vraiment une bonne pièce qui a un peu lié l'équipe, qui nous a permis d'arriver un peu à la finale et de gagner. Tout le monde est responsable, hein, mais c'est que je me souviens que c'était un élément important aussi. Et c'était fou parce que finalement, Prongo a gagné cette année-là. Maintenant, je suis en mode, il faut qu'on gagne un autre championnat, il faut qu'on gagne quelque chose. C'était son premier titre ? C'était son premier titre, ouais. Ok, ouais. Donc, en plus, là, tu as pu le vivre avec, vous avez pu la faire la fête. On a célébré pendant une semaine, c'était fou. On allait à l'hôtel de ville, il y avait plein de gens, enfin... Pour ceux qui ne se souviennent pas, donc, Nancy, il y a 3 ans, est donc remontée en Pro A. Et il y avait eu X victoires d'affilée, 13 victoires d'affilée, un truc comme ça. C'était franchement pas bien. Donc c'était une année où le premier montait et le vainqueur des playoffs montait. C'est pas comme cette saison. Et donc premier de la saison régulière, ça faisait vraiment une fin de saison tranquille parce que pas de playoffs, rien du tout. Et il y avait eu 13 victoires d'affilée, un truc comme ça. Non, ils sont montés le jour de mon anniversaire en plus. Du coup, c'était vraiment cool. Cette saison-là, je pense que ça reste une des meilleures. Enfin, sur ce point-là, quoi. Et donc la transition Pro B Pro A, vous l'avez faite comment ? Honnêtement, aucune différence. Ouais. Je me souviens qu'il y avait pas mal de commentaires de gens qui disaient parce que du coup le club a gardé certains joueurs, mais comment ils vont s'adapter, notamment Anto, Méré, Caleb, mais on sait pas trop, etc. Et puis Caleb, il était vraiment très serein. Il a dit qui parle, attendez voir, moi je vais vous sortir les mêmes stats et vous verrez. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis même les autres joueurs, tout le monde s'est vraiment assez bien adapté à... mais alors c'est vrai, parce que j'avais, pour être très honnête, un peu des doutes aussi pour certains. Pour parler de Caleb Walker, il fait à quoi, 1m92, 93 Et je m'étais dit, peut-être, mais bon, on verra. Et puis en fait, il a un physique de footballeur américain, il est hyper affûté, ça se voit un peu quand il fait ses passes, quand il fait ses récupérations. Et en fait, il y a la compréhension du jeu, etc. Mais athlétiquement, là-dessus, il y avait zéro souci. Et il a fait une saison incroyable sur une première année de Pro A. Ça arrive pas souvent, finalement, que des Américains passent de Pro B à Pro A plutôt facilement. Ça arrive, mais c'est pas régulier. Donc là, nickel, ça s'est bien passé. Ouais. Et donc, l'équipe, il y a eu en tant que femme 2, il n'y a pas de changement. Il n'y avait pas beaucoup plus de matchs puisqu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Non. Ok. Non, c'était toujours à peu près la même chose. Plus de monde dans la salle, quoi. C'est tout. Ouais. Ouais, voilà. Et des nouvelles personnes dans l'équipe. Et donc là, à Nancy, il y a quand même assez souvent 2-3 changements pendant la saison. Énormément ici. Moi, je pensais que c'était normal. J'avais l'impression que c'était la normalité. Et puis quand je commençais à parler avec ailleurs, d'autres femmes de joueurs, d'autres joueurs, etc., je me suis dit, non, mais en fait, on a vraiment d'énormes rotations là. C'est fou. Ça va un peu changer les saisons prochaines. Les règles ont changé. C'est le fonctionnement de certains clubs qui ont besoin de temps. Et puis, il n'y a pas toujours les mêmes joueurs sur le marché en août qu'en octobre ou plus tard. On ne sait pas toujours qui on signe, finalement. Parfois, on est un peu déçus. Il y a des gars qui arrivent qui ne sont pas en forme, qui, finalement, ne sont pas en cohésion avec le groupe. C'est pas toujours... finalement, en fait, quand on prend un joueur sur des stats, des highlights... on appelle quelques personnes par-ci, par-là. C'est une impression globale, mais on ne sait pas toujours qui on va avoir finalement quand il arrive dans l'équipe. Et est-ce que toi,
c'est des choses que tu peux voir à l'avance en disant, ah, lui, il va pas s'adapter parce que j'imagine d'être un Américain ou d'être un joueur étranger qui arrive en France. On est un pays correct, mais n'empêche qu'il y a des énormes différences de culture. Il y a des choses que nous, on le sait, mais quand on arrive du Nebraska ou de Floride, on peut pas imaginer ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses que toi, de ton point de vue, tu le vois à 10 km, quoi? Au début, pas forcément. Maintenant que j'ai plus d'expérience aussi d'aller aux États-Unis, d'être ici, je me rends un peu plus compte de comment ça va être, que ça va être un peu plus compliqué. Souvent, les Américains, quand c'est la première fois qu'ils jouent en Europe, il y a toujours un petit temps d'adaptation, que ce soit un match ou plus. Par exemple, Frank Mason, ça lui a pris, je dirais bien une saison, pour être honnête, à s'adapter à... Puis il est comme parti, alors. Oui, bon, ça c'est un dossier un peu plus différent. Mais d'un point de vue jeu, de cohésion, etc., je dirais que ça lui a bien pris une saison, ce qui restait pour s'adapter. Alors que Chris Clemons, là, on a eu 2-3, même pas, je crois, un match d'adaptation, et puis il s'est bien fondu avec le groupe. Alors je pense qu'il y a aussi pas mal de choses dans la dimension de l'adaptation qui jouent. Par exemple, les personnalités des joueurs. Si ils arrivent à se fondre aussi dans le groupe rapidement, je pense que ça aide énormément. Et puis s'ils viennent seuls, s'ils ont leur famille, il y a pas mal d'aspects finalement aussi de santé mentale, de tout ça qui joue. Parce qu'un joueur qui vient tout seul, qui a aucun soutien, tout ça c'est compliqué en fait quand on arrive dans un endroit qui pleut, qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver ce qu'ils ont envie au niveau de la nourriture, se débrouiller pour tout ce qu'il y a autour du basket, c'est pas forcément facile. Est-ce que tu penses que la vie d'expatrié, finalement, c'est une vie d'expatrié, ça s'appelle comme ça, c'est la même chose qu'une vie d'expatrié dans une entreprise normale? Je dirais que non, parce que dans une entreprise normale, le boulot il s'arrête à 19h quand on sort du bureau. Bon, après, ça s'arrête pas de manière générale, hein, mais le basket, c'est tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas de week-end forcément. Il y a des breaks, mais c'est du 100%. C'est-à-dire que si le coach décide de faire un entraînement à 6h du matin le lendemain, tout le monde doit venir. S'il y a des événements... Non, je pense que c'est différent parce que c'est toute la dimension de la vie de la personne qui est prise dedans. Après, je pense que sur les points qui sont en commun, c'est l'adaptation de manière générale. Tout le monde doit s'adapter à peut-être une nouvelle langue, aller trouver ce qu'on a besoin dans les magasins, toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est plutôt la dimension que c'est global, ça ne s'arrête pas, quoi. Ok. Et ton point de vue sur le basket français en général? Je pense que tu as un point de vue assez global sur ce qui se fait en Europe et aux États-Unis. Tout le monde dit le basket français doit évoluer, il y a des choses qui changent, peut-être pas assez vite, mais il y a des choses qui changent. C'est quoi ton point de vue global sur le basket français? Alors, je trouve que le basket français commence à prendre un tournant qui est hyper intéressant. On fait toujours cette blague avec Caleb récemment, mais on dit, je sais pas ce qu'on met dans l'eau en France, mais on a de plus en plus de prospects qui sont hyper intéressants. Parce qu'avant, on avait quelques joueurs qui sortaient comme ça, mais c'est vrai que les dernières années, même pas forcément des prospects qui vont aller en NBA maintenant ou autre, mais déjà le first draft pick, ça va être un Français sûrement. Ouais. Le deuxième sûrement aussi. Et puis l'année dernière, c'était un Français. Même au-delà de ça, on a pas mal de joueurs qui commencent à prendre de la dimension, comme Ifi, je pense. Il y en a plein. Rizaché, du coup, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai on a de plus en plus de joueurs qui sortent, qui se font repérer au niveau international, européen. Et c'est hyper intéressant. Après, il y a forcément des choses à améliorer sur le basket français. Au niveau du jeu, moi, j'adore le basket français, pour être honnête. Parce que, comparé à la NBA, je trouve qu'on a plus de défense. C'est plus intéressant au niveau du jeu à regarder. Pour la saison régulière, c'est clair. Oui, NBA Playoffs, franchement, on regarde pas la NBA quasi, à part les playoffs. Parce que moi, c'est un style de jeu que je trouve un peu plus ennuyant. Mais après, c'est un show, c'est normal, c'est une dimension qui est différente. Mais le basket en Europe, il est vraiment plus physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains joueurs, parfois, ont du mal à s'adapter. Parce que la physicalité du jeu est différente ici. Et surtout, ce qu'on demande en défense, quoi. Mais non, le basket français fait des progrès. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais je trouve
qui prend un bon tournant. Et vous avez vu les images en Grèce, en Serbie, les grosses salles en Euroleague. Ça, vous en parlez aussi un peu entre vous des fois? Ouais, ça donne envie. Honnêtement, si on n'arrive pas à l'expérimenter pendant sa carrière, parce que c'est vrai que c'est la Grèce, la Serbie, c'est des situations un peu... Alors la Serbie, non, mais il n'y a qu'une équipe ou deux qui sont très bien. La Grèce, c'est pareil, honnêtement. Et puis sinon, financièrement, c'est des situations un peu précaires. Donc c'est pas forcément des endroits où on se dit on va y aller, sauf si on est chez Panathinaikos, et encore je sais qu'il paye pas tout le temps comme il faut, et Olympiakos à la limite, si voilà. Donc on en parle beaucoup, ça fait rêver, on ira voir des matchs, c'est sûr. Ce serait bien qu'on amène un peu plus de ça ici. Il n'y a pas assez de... Nancy, je vais pas dire on est vraiment servi, on a un public qui est là, qui amène l'équipe, mais je sais que c'est pas pareil dans toutes les salles de France. Et je pense aussi qu'il y a un peu ce truc de la population qui est assez vieillissante, où les gens qui peuvent se permettre de venir à tous les matchs et de payer un abonnement, c'est des gens qui sont un peu plus vieux. Et donc, peut-être que ça met un peu moins d'ambiance comparé... Je pense aux États-Unis, par exemple, il y a des student sections, mais parce qu'il y a aussi le college, basketball... Et ce serait bien qu'on réussisse peut-être à amener quelque chose comme ça ici. Je sais que Paris l'a fait en mettant des abonnements étudiants avec des prix un peu moindres. Je ne sais pas quels sont leurs chiffres, comment ça a fonctionné, mais je sais qu'il y a quand même un peu plus de jeunes. Ils ont plus de places disponibles à Paris. Alors effectivement. Ici, on en a moins aussi. C'est ça le problème. C'est que si on amène une section étudiante, je pense qu'il nous faut un nouveau stade. Mais après, c'est pas grave, ce serait bien. Ça veut dire que ça se développe et c'est génial. Mais ouais, je dirais que peut-être expandre un peu plus la population qui vient voir le basket. Après, ça, c'est du marketing et de la communication. Mais je pense que ce serait intéressant pour le basket français qu'on donne une plus grosse dimension. Parce que je pense que la différence avec le foot, c'est qu'il y a plus de jeunes qui vont aller voir le foot, qui vont se déplacer. Et pour le basket, c'est dommage que ce soit pas fait autant, je dirais. Ok. On va passer à la partie un petit peu femme de basketteur. En plus, en vrai, la première fois, c'était sur la trend TikTok. Je suis une femme de basketteur. Je l'ai fait exprès. Okay. Et donc, je me permets de te demander, c'est quoi ton implication en tant que femme d'un joueur de basket professionnel qui joue en pro A, quoi. Mon implication. Je pense que je me donne plus d'implication que ce qu'une femme de joueur doit avoir de manière générale. Comment moi, je suis impliquée dans sa carrière. Je vais lui faire des débriefs après les matchs à chaque fois. Vous en parlez, ouais. On en parle, ouais. Mais même, en fait, souvent, je lui envoie des SMS pendant le match quand je vois des trucs. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Je vais regarder ses stats. Si, par exemple, il le prend bien, honnêtement, on a une bonne communication sur ça. Mais si, par exemple, il est en dessous à ses lancers francs au niveau des pourcentages, je vais lui dire. Si, cette fois, il a mieux un pourcentage de réussite à ses 3 points, je vais aussi lui dire. Si je vois des choses où je me dis, tiens, tu pourrais améliorer ça, ou tiens, ça, c'était bof, on va en discuter. Souvent, après, on fait aussi des débriefs de manière générale sur le match, qu'est-ce qui s'est passé pendant le jeu. Parce que moi, j'aime bien aussi apprendre de voir ce que j'ai vu et le ressenti que lui, il a en tant que joueur. Ouais. Parce que parfois, c'est différent. Et au-delà de ça, mon implication, je pense que c'est surtout aussi le soutenir dans l'aspect mental. Parce que c'est pas facile de se retrouver, surtout en américain, dans un autre pays. Bon, maintenant, Caleb, il est demi-français. Hein. Ouais. On est mariés, il est à moitié français. Mais surtout, oui, le côté mental de parfois, ça se passe pas toujours forcément bien, ou c'est épuisant, ou si... De réussir à se changer les idées aussi avec autre chose que du basket. Autre chose que le basket. Ouais. Et parce que, je pense qu'il y en a qui s'en fichent un peu, que ce soit du basket, de la pétanque ou du foot. Oui, il y en a. J'en ai rencontré des femmes qui s'en fichaient un peu de... Enfin, c'est comme s'il était bouché, quoi. Ouais. Mais après... oui, ça permet de penser à autre chose aussi, mais c'est moins impliquant. Oui. Et après le basket, en dehors du terrain, est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer dans quel sens? La nutrition, globalement, ou ce genre de choses. Parce que, comme on disait avant... alors, sauf si je me trompe, mais vous n'avez pas forcément un niveau de salaire pour vous payer des cuistots perso comme on voit en NBA. Mais c'est pas pour autant qu'il faut manger que des pâtes et des trucs surgelés, quoi. Non, clairement pas. Alors, au niveau de la nutrition, c'est pas un effort à faire parce que moi, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas des gâteaux, du soda, etc. Donc, c'est normal pour moi de cuisiner, de manger sain. Donc, je pense que d'ailleurs, j'ai eu un impact positif sur ça.
parce que... Il avait toujours aussi peu de graisse, Caleb Walker Oui. Oh, ok, ouais. Ah non, Caleb, il peut manger 3 burgers et il aura les abdos saillants. Ouais, il a quoi, 34 ans et il n'a pas 1 gramme de graisse. Non, et son poids est hyper stable. Donc aussi, il a de la chance. Je ne sais pas si c'est la génétique ou si c'est aussi le fait que, mine de rien, il s'entraîne tous les jours, tout le temps. Ça fait... il y en a qui s'entraînent tous les jours et voilà. Ouais, mais il a commencé le basket quand il était enfant, quand même, vraiment très jeune, et son papa était dans l'armée. Donc Caleb, il avait des punitions du style si t'as pas écouté, tu vas courir avec du poids sur toi ou tu vas faire des pompes. C'était un peu leur style de punition, donc je pense que ça a aidé sur le côté physique. Mais au niveau de la nutrition, bah forcément, on fait attention. Après, c'est pas un régime strict parce que justement, il est pas non plus obèse ou il a pas besoin d'une énorme régulation. Mais on mange correctement. Mais on se fait plaisir aussi. Vu que pareil, il est très souvent présent sur les TikTok et les comptes, enfin les vidéos publiques que tu postes, il y a un bébé qui est arrivé. Alors bon, un bébé ça change la vie pour n'importe qui, un basketteur sans être basketteur ou quoi que ce soit. À une époque, il y avait une étude en NBA qui montrait que ceux qui étaient devenus pères, ils avaient une baisse de stats à domicile par rapport au match à l'extérieur parce que à l'extérieur, on dort potentiellement mieux à l'hôtel que quand on est à domicile et qu'on s'occupe un peu du bébé et qu'on donne peut-être un biberon à 4h du mat. Est-ce que ça a eu un impact ? Comment ça se passe de ce côté-là aussi, quoi ? Non, je dirais pas que ça a eu d'impact, honnêtement. Alors, j'ai pas vérifié si les stats domicile-extérieur étaient différentes. Non, je pense pas. Il est arrivé à Gravelines, du coup. Ses stats étaient assez constantes. Après, il s'est passé des choses aussi à Gravelines qui ont fait que ses stats ont pu être un peu différentes. Mais sinon, le bébé, pas forcément. Pourtant, on a eu des nuits courtes au début. Mais après, en fait, on s'arrangeait dans le sens où Caleb, il peut faire des siestes. Moi, non. Mais on a toujours eu une bonne dynamique sur ça. Je pense pas qu'il a eu moins de sommeil de manière drastique. On a toujours fait en sorte, si c'est avant les matchs, jamais je le laisserai prendre la nuit. Enfin, on s'arrange vraiment bien. Donc, là, ça va, c'est lui qui gère. Là, c'est lui qui gère. C'est lui qui est avec bébé. Mais non, il n'y a pas eu d'impact important. Tu as parlé de Gravelines, donc effectivement, vous avez commencé la saison à Gravelines. On enregistre, c'est bon, la saison régulière est terminée, ils sont sauvés. Et avec ce qui s'est passé à Gravelines cette année, c'est assez incroyable et tant mieux pour eux. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça n'a pas été trop dur de partir de Gravelines, en plus à cette période-là ? Comment vous avez vu le truc ? Non, parce que ce qui se passait à Gravelines à ce moment-là, c'était un peu compliqué avec les soucis au niveau du staff, du coaching, etc. Les choses qui se sont passées même au niveau pas des joueurs entre eux, mais ce qui se passait entre le staff et les joueurs. Ça a été compliqué pour les joueurs de manière globale. Et nous, Nancy, c'est ce qu'on connaissait. Surtout que Caleb, il re-signe un contrat de 2 ans. Donc, Gravelines, c'est sympa aussi comme ville, mais il n'y a pas grand-chose, honnêtement. C'était bien parce qu'on venait d'avoir un bébé, mais on était aussi content de retrouver un peu ce confort qu'on avait à Nancy d'une plus grande ville, de connaître un peu plus de choses. Donc non, ça n'a pas été une transition compliquée, sachant que Caleb, il arrivait dans une équipe où il connaissait tous les gars et qu'il était content de retrouver. Après Gravelines, on avait une très bonne ambiance au sein des joueurs. Ok, ouais. Il y avait aucun... Ça s'est bien fini pour eux, donc tant mieux. Ça s'est bien fini pour eux, tant mieux, ils le méritent. Et après, le coach, il a fait du bon travail. Enfin, les joueurs et le coach ont fait du bon travail aussi. On va un peu plus parler de toi. Donc, tu as un compte TikTok qui fonctionne bien. Et en tout cas, ça se voit que Enfin, c'est pas des vidéos que tu fais entre guillemets à l'arrache. Tu parles beaucoup de sport, de nutrition, de basket pro. Comment t'en es arrivé là ? Pourquoi tu fais ça ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Sachant qu'il y a un compte TikTok, on mettra les liens, une chaîne YouTube, il y a pas mal de choses. Donc, explique-nous tout ce que tu fais et on peut démarrer par TikTok, quoi. Ok. Mon compte TikTok, je suis un peu arrivée sur TikTok comme tout le monde, comme ça. Et pourquoi j'ai décidé de parler de sport ? Parce que c'est mon quotidien. Que mine de rien, j'ai fait un master en communication et que la vie qu'on a n'est pas très stable et que du coup, j'ai un peu dû développer 50 000 cordes à mon arc pour avoir des revenus comme je voulais. J'ai réussi à avoir J'étais commerciale la saison dernière avant de tomber enceinte pour une entreprise dans la tech.
Mais avant ça, j'ai toujours été indépendante et j'ai fait plusieurs choses, donc notamment de la création de contenu, plutôt de l'UGC pour des marques, du consulting pour des comptes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer plus le côté sport, parce que c'est ma vie, c'est mon quotidien, j'aime en parler, et pourquoi pas, si ça intéresse les gens, de me lancer sur ce côté-là. Et il y avait aussi une petite arrière-pensée dans le sens où je vais passer ma licence d'agent de joueur. Attends, c'est la prochaine étape. Mais c'est lié. J'en parle juste comme ça. Et donc, je me suis dit que si je pouvais essayer aussi d'avoir un peu un impact sur ce côté-là au niveau des jeunes joueurs, me créer un peu une crédibilité aussi de... Je sais de quoi je parle par rapport à moi, mes connaissances et pas du coup mon mari. Donc oui, j'avais vraiment envie de développer mes réseaux sociaux et j'ai envie aussi de les prendre dans une autre dimension, vraiment essayer de partager du contenu pro et intéressant au niveau du sport et même potentiellement diversifier après sur d'autres sports, d'autres choses sur lesquelles j'ai des connaissances qui peuvent être intéressantes. Et tu as eu des échanges déjà que tu n'aurais pas eu. C'est la GoPro qui est terminée. Tout va bien. Et tu as eu des échanges, des interactions que tu n'aurais pas eu grâce à ça, grâce à TikTok Alors oui, j'ai pas mal de marques qui me contactent pour faire de la création de contenu plus en UGC justement. Via le sport, pas encore trop. Mais je sais qu'il faut que je développe. Il n'y a pas trop de haters qui écrivent des trucs. Ça va, je suis surprise. Je pensais honnêtement que j'allais avoir beaucoup plus de commentaires négatifs par rapport à tous les trucs bêtes qu'on entend sur les femmes de joueurs. Ouais. Après, je suis prête, faut pas me chercher. Donc, peu importe. Et je pense qu'après, j'ai acquis aussi cet état d'esprit maintenant où je me dis, en fait, que les gens parlent, tant mieux, vous allez me donner de la visibilité, allez-y. Il y a toujours des gens qui sont pas contents. Et puis, je me rends compte aussi au quotidien, mine de rien, les joueurs, les commentaires qui se prennent à longueur de semaines, de journées. Alors, ça m'énerve quand c'est sur mon mari ou les gars dont je suis proche parce que je pense que les gens se rendent pas compte. Mais du coup, je me dis, c'est la même chose. Sur TikTok, c'est 3 secondes de notre vie. Les gens se rendent pas compte, ils nous connaissent pas. Donc, si vous voulez critiquer, allez-y. Ça fait l'algorithme. C'est ça. Donc, faites des commentaires d'ailleurs dans cette vidéo. Oui, allez-y. Donc non, ça, des opportunités, oui. Le podcast, là, oui, c'est vrai. intéressant. J'étais vraiment très contente. Donc j'espère que ça en apportera plus par la suite. Et il y a une vidéo qui est sur YouTube cette fois-ci où tu parles de side business. Où ça, c'est un sujet, je parle même pas forcément des basketteurs en général, mais d'avoir des projets à côté, qu'on soit en études ou dans un boulot qu'on a peut-être envie de quitter et de faire autre chose. À mon avis, c'est mon avis personnel, c'est la meilleure école. Ouais. Mais dans un rythme de vie basketteur professionnel, où que je parle de joueurs ou de femmes de joueurs ou de joueuses ou quoi que ce soit, il y a des temps libres, que ce soit déjà à l'intersaison, qui est quand même dans certains cas méga longue, ou alors juste quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, il y a un match par semaine et il y a souvent des après-midi de libre. Ça permet de faire pas mal de choses. Et qu'est-ce que tu as déjà essayé? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Alors, moi, j'ai fait pas mal de choses parce que, du coup, dû à notre mode de vie, j'ai pas... c'est compliqué d'avoir un emploi stable dans le sens où on rentre aux États-Unis pendant 2 mois tous les étés. Donc, j'avais pas le choix que d'être dans l'entrepreneuriat. Donc, à partir de là, j'ai cherché un peu tout ce que je pouvais faire. Donc, forcément, du consulting sur les réseaux sociaux. Pardon, je fais de la personnalisation de vêtements maintenant aussi. Là, je suis en train de créer le site internet. J'ai fait pas mal de choses finalement. J'avais lancé un site internet où je vendais des chouchous que je faisais moi-même. Okay. Je faisais des tote bags. J'ai vraiment lancé pas mal de choses. Après, j'ai investi forcément l'argent que je gagnais. Après, d'un point de vue plus large, ce qui est intéressant, c'est d'investir dans l'immobilier. Parce qu'après, ça permet d'avoir des revenus passifs, sachant que l'instabilité de la vie qu'on a un peu aussi. C'est clair. Donc, honnêtement, j'ai fait pas mal de choses. J'essaie de me souvenir, mais après, j'ai aussi fait des jobs aussi pas mal, un peu, pas forcément un side business, mais quand j'étais plus jeune à côté de mes études, je travaillais à la Commission européenne. Ok, à Bruxelles. Ouais. Voilà. J'ai travaillé pour des événements sportifs. Vraiment essayer de maximiser, en fait, les opportunités à côté. Et tu as déjà des exemples de couples où, à un moment donné, le business
du mari ou de la femme est devenu tellement important qu'à un moment donné, le joueur ou la joueuse a dit bah, moi j'arrête ma carrière parce que maintenant c'est inversé, ou alors ça tombe bien, c'est synchro avec la fin de ma carrière sportive, et hop, on bascule tous sur le business qu'on a monté à côté. Alors en France, j'ai pas d'exemple français, mais je suis sûre qu'il y en a. J'ai plus des exemples d'Américains. Ou surtout aux États-Unis en NFL, je pense. Parce qu'il y a une fille que je vois notamment, justement, elle s'est lancée sur les réseaux sociaux en commençant à expliquer un peu ce que c'est la NFL. Bon, c'est pas le basket, mais du coup... et elle a fini par gagner bien plus que ce que lui fait. Alors qu'en NFL, ça va. Ils gagnent correctement leur vie. Plus, après, les revenus aux États-Unis sont quand même plus importants que ce qu'on peut gagner ici, on va pas se mentir. Après, des Américains, il y en a à l'étranger, oui. Par exemple, c'est un peu pareil, c'est toujours lié aux réseaux sociaux. Des Américaines qui sont avec des joueurs américains, ou c'est développement des réseaux sociaux, ou alors une marque de vêtements qu'ils lancent en commun, souvent. Sinon, il y a aussi de l'immobilier, principalement, je dirais, où ils arrivent à vivre de leur rente un peu aussi. Mais c'est que du bonus, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui se disent on fait assez d'argent que pour arrêter notre carrière. Parce que je pense que demain, si c'était notre cas, il n'arrêterait pas de jouer. C'est de l'argent en plus et c'est surtout à faire les deux en même temps, le plaisir d'un joueur sur le terrain. Je pense que c'est ce qui prime en vrai sur l'argent. C'est pour ça qu'il y a des joueurs d'ailleurs qui acceptent des contrats qui ne sont pas forcément intéressants parce qu'ils ont envie de continuer à jouer. Ouais, c'est une passion avant tout. Oui. Même à 35 ans, on continue à faire ça, quoi. Et donc, il y a un autre côté pro que tu es en train de développer, c'est le côté agent de sportif, agent de basketteur. Donc là, explique un peu comment ça se passe. Il y a des règles qui sont assez simples en France, parce qu'il faut une licence. Et donc, tu en es où par rapport à ça ? Là, j'étudie. J'étudie parce que le concours est en novembre. C'est venu un peu de commencer à commenter les matchs ensemble et se dire tiens, mais ce joueur-là, il serait pas mal parce qu'il complète un peu mieux aussi, ça. On a pas mal de ce genre de conversation depuis quelques années et on a toujours pris à la rigolade. Ah, mais t'inquiète, je serai ton agent un jour. Ça fait 3 ans qu'on fait des blagues là-dessus et maintenant je me suis dit en fait pourquoi pas alors en vrai je me suis dit mais pourquoi c'est pas, alors ça arrive, c'est déjà peut-être arrivé, mais on a déjà vu des frères qui deviennent l'agent de son petit frère ou de son grand frère, des avocats qui deviennent agents, et puis mais en fait un mari ou une femme qui devient l'agent de son conjoint, c'est presque logique dans certains cas s'il y a les compétences. En plus, il y a le côté où il faut manager au quotidien, aider un peu au quotidien. Et forcément, un agent qui a 50 joueurs, il ne peut pas être aussi présent que... Et donc là, vous en êtes où ? Vous avez déjà vous avez encore un agent ? Alors oui. Vous. Ouais, il a un agent qui est très bien. Et honnêtement, moi, je veux apprendre de son agent. C'est un agent américain qui est très, très bien. Je ne le prendrai pas à son agent pour l'instant parce que c'est normal. Pour moi, je commence et je sais que son agent, il a des contacts beaucoup trop intéressants pour le faire. Par contre, où j'en suis, je commence à essayer de pas mal plutôt développer. Je pense que j'irai plus vers les jeunes joueurs au début, ou alors après, via les contacts qu'on a, essayer d'amener des joueurs américains en Europe qui n'ont pas forcément été draftés. Pour l'instant, il faut que je passe ma licence. Mais j'aimerais bien développer donc, aussi plutôt le côté branding. Alors, j'aimerais que les joueurs qui signent avec moi à terme, ils aient des contrats avec des marques, développer plus ce côté-là qu'aux États-Unis qui est vachement développé, et donc avoir un peu ce pouvoir de donner des revenus en plus que le basket finalement. Ok, ouais. Et il y a des expériences aussi, il a le même agent depuis toujours, ou il y a eu des changements d'agent, et toi depuis que tu es avec Caleb, tu as vu certaines choses où tu te dis waouh, mais ça c'est pas pro. Si tu as un master en marketing, il y a peut-être en plus des choses où tu te dis mais ça n'a rien à faire dans le business, quoi. Ouais, alors on a eu 3 agents différents, à peu près, ouais. J'ai vu des choses, oui. Après, parfois, c'est juste le manque de contact. Il y a des agents qui sont très bien placés dans un certain pays, qui ont des très bons contacts, et en fait, quand on va vouloir sortir de là, ils n'ont rien. Ouais. Et ils ne vont pas réussir à trouver des opportunités. Ou alors, il y a des agents ils font croire qu'ils les ont, mais après, c'est du business. Ils doivent aller chercher des joueurs, et ça fait partie un peu du bluff du jeu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément... pro dans la manière aussi parfois dont ils traitent leurs joueurs. Tous les joueurs ne sont pas traités de manière équivalente.
Notamment, ce qu'on disait, nous, la saison dernière, on a changé d'agent, du coup, entre les saisons. Et je suis très contente parce que finalement, en fait, le profil de l'agent qu'on avait avant, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que tous les contrats qu'on a eus, il n'avait rien eu à faire. Les clubs sont venus directement, on a signé et voilà. Et la seconde, on lui demande un petit peu d'aller chercher ailleurs, de voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer. Il n'y a aucun travail qui est fait et on ne propose rien d'intéressant. Alors que c'est pas non plus un joueur compliqué à placer. Et qu'en parallèle, on discutait avec je voyais des agents qui avaient des joueurs qui n'étaient pas forcément waouh, des stars, et qui les ont placés dans des endroits où ils ont pu briller, parce que c'est une question d'opportunité, en fait, aussi. Parce que donc, la saison dernière, Caleb a fait une très très bonne saison. Ouais. Collectivement, statistiquement, c'était bien. Donc pendant l'intersaison, l'objectif, c'était d'aller voir comment ça se passait dans un autre pays, clairement. Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Parce qu'il s'est passé quoi? Vous vouliez aller dans un pays, peut-être pas en Grèce, parce que au bout de 2 mois, il n'y a plus trop les payes qui arrivent à l'heure. Ça dépendait, en fait, on était ouverts, on avait envie d'aller dans un pays où la qualité de vie, elle était correcte, parce que du coup, j'étais enceinte et que j'allais accoucher dans ce pays-là. Et on voulait un pays où l'argent allait être quand même assez stable. Et le basket était intéressant, principalement. Donc en fait, c'est la France. Et notre agent, il a pas fait le boulot, pour être honnête, parce qu'on avait des propositions. On avait d'autres agents qui venaient avec des propositions, sauf qu'on ne peut pas prendre les propositions d'un autre agent, puisqu'on est signé avec cet agent. C'est comme un agent immobilier, il y a des mandats exclusifs et des mandats où on peut se partager les biens. Quoi. Ouais. Et donc on ne pouvait pas se séparer. Pourtant, il y avait des agents qui venaient avec des propositions, on s'est dit « Ah, ça serait trop bien et tout ». Franchement, pour le coup, on a failli finir en Russie. J'ai rien contre. Enfin, si, j'ai un peu. Voilà. En ce moment, c'est pas la meilleure période. Voilà. Et on a failli dire bon, go. Alors que. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Ils nous proposaient pas des trucs réalistiques, quoi. Et en fait, il y avait un autre agent avec qui cherchait à avoir Caleb depuis un moment. Par exemple, notre agent, c'est le même que celui de Jordan Lloyd à Monaco. Ok. Et donc, quand il avait joué à Monaco, il l'avait repéré déjà un peu avant. Et on a pris contact avec lui et il nous a dit c'est bon, arrête, on va trouver une solution. Et on a dû se séparer de l'autre agent, mais il y a des clauses, donc on a dû lui donner de l'argent. C'est quoi les montants un peu? Alors, parce que sur Basket Europe, on parle souvent de salaire, donc on peut imaginer qu'il y a des gens qui regardent le podcast qui connaissent les salaires des joueurs. Ouais. J'ai même pas regardé à combien il était cette année Caleb, mais bref, c'est quoi? C'est un pourcentage du salaire? C'est un pourcentage du prochain contrat signé. Okay. Après, ça dépend des clauses, hein. Chaque contrat est différent. Ouais. Mais en général, c'est un pourcentage du prochain contrat signé. On a eu de la chance, le contrat qu'on a signé après, c'est un contrat de 3 mois. À Gravelines, ouais. Voilà. Donc, du coup, on a changé d'agent. On a signé avec Gravelines, finalement, pour 3 mois, parce que on était un peu dans une échéance serrée. Moi, j'accouchais en octobre. On ne pouvait pas se retrouver à prendre l'avion trop tard. Moi, j'étais prête un peu à prendre le risque, mais il ne fallait pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Donc, Gravelines, l'opportunité s'est présentée. On y a été. Et on était quand même toujours en contact avec Sylvain, parce qu'on avait été les voir en pré-saison. Donc, Sylvain, le coach de Nancy. Sylvain Loutier. Voilà. Parce qu'on avait été voir Nancy en pré-saison, on est très proche aussi de Julien Bestron, qui était toujours le GM à ce moment-là. Donc, puis tous les joueurs, on était toujours en contact avec tout le monde. Et Sylvain, il avait dit à Caleb, tu reviens à la maison, quoi. Ok. Ouais, donc le timing était bien. Le timing était bien. Après, Gravelines, honnêtement, le coach qui est arrivé après, on a adoré. Si les choses s'étaient passées différemment, peut-être qu'on serait resté plus longtemps. Mais très contente d'être revenue. Je pense que Caleb aussi. Merci. Et donc là, maintenant, le plan, c'est de continuer ça, d'avoir une licence et de commencer à avoir des jeunes. Ouais. Il y a le Trophée du Futur à Nancy. Ouais, alors, normalement, on sera mis en ligne avant le Trophée du Futur ou pile en même temps. Okay. Il y a des espoirs à Nancy. Il y a un centre de formation à Nancy qui est de très, très bonne qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, il y a des jeunes, du coup, ceux qui jouent avec l'équipe, Guillaume, Nolan. Alors, Guillaume Kronsinger, Nolan Kinguier et Yves Mbala. Voilà. Donc, ceux-là, je les vois de manière un peu plus fréquente, puisqu'ils sont dans l'équipe. Nolan Kinguier, c'est même, il vient manger à la maison. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que le Trophée du Futur, on va y aller, parce que justement, j'ai envie de voir un peu plus de matchs et d'aller repérer un peu des jeunes. C'est vrai qu'on a été un peu moins cette année. L'année dernière, j'avais réussi à aller à plus de matchs d'espoir. Mais cette année, c'était un peu mal mis avant les matchs des pros.
Et du coup, ça fait beaucoup avec le bébé. Ouais, ça fait quoi, 6 heures à la salle avec un bébé? C'est un peu trop compliqué. Du coup, j'y suis moins allée. Mais c'est vrai qu'en y allant, j'ai pu commencer un peu plus aussi à aller voir le profil de joueur que j'aimerais bien avoir, au niveau du jeu, mais aussi au niveau de la personnalité. Parce que je veux pas aussi avoir à gérer trop de personnalités qui sont pas... Je pense que quand un agent, il prend des joueurs, il y a des agents qui prennent aussi juste parce que c'est l'argent et ils s'en fichent. C'est un catalogue et c'est tout. Voilà. Ouais. Moi, j'ai quand même envie d'avoir des joueurs que je propose à des équipes où je sais que je propose pas un joueur qui va devoir se faire virer dans 3 mois parce que il a des problèmes de personnalité ou d'ego, quoi. Donc, effectivement, le trophée du futur, j'ai hâte de voir les matchs. Et tu donnes aussi un peu des conseils à d'autres personnes que ton mari. Tu commences à faire ça aussi? Ouais. J'ai commencé à faire des vidéos comme ça parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et justement, après ces vidéos-là, sur TikTok, j'ai eu pas mal de joueurs, de jeunes, qui m'ont envoyé des messages pour me demander des conseils. On a des contacts aussi, mine de rien, aux États-Unis déjà. Donc à cette époque-là, comme j'ai toujours pas ma licence, d'ailleurs, il faudra que j'ai ma licence en France, puis la FIBA, puis la NBA, donc je suis pas encore. Mais on a mis en relation du coup des jeunes avec des agents potentiellement pour des jeunes qui voulaient aller jouer aux États-Unis ou autres. Et c'est vrai que c'était, j'ai pris plaisir. Et c'est ça encore plus qui m'a poussée à me dire, en fait, je perds rien à donner à des conseils gratuits, surtout au niveau de l'expérience, en parlant avec mon mari aussi. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux jeunes qui vont devenir pros demain pour faire que leur carrière, elle soit un peu plus... Elle démarre mal. Elle démarre un peu mieux, moins se faire avoir. Ok. En plus, alors... Vu le profil de joueur que Caleb est, il y a des chances qu'il joue encore quelques saisons. Il n'y a pas beaucoup de bois dans le coin, mais voilà. Oui, il va jouer jusqu'à 40 donc ans. ça perd 40 ans, ok. Ouais, plus, mais 40 ans. Il y en a qui ont fait plus et il y a moyen. Donc en fait, c'est quelque chose que tu peux développer avec le temps. Il n'y a pas une échéance là sous 3 mois ou au mois de novembre, il y a la licence et après go, c'est parti. Donc il y a un plan qui est précis ou non, on verra en fonction des prochaines saisons, comment ça se passe aussi? Non, il y a un plan qui est en train de s'établir. Après, c'est vrai que je veux pas... l'examen est compliqué. Hein. Il y a 8 types de cours de droit. Il y a quand même un niveau d'échec qui est très élevé. Donc, pour l'instant, c'est droit à fond. Ça se fait en 2 étapes. Le droit et ensuite la partie basket seulement. Parce que la première partie, elle est commune à tous les agents de joueurs. Ouais. Voilà. Donc, le plan, c'est d'avoir la licence. Le plan d'après, c'est de passer la licence de FIBA. Et celui d'après, c'est passer la licence de NBA. Okay. J'aimerais bien enchaîner parce que ça fait pas trop longtemps que je suis sortie des études et que après, je me dis que... Et alors, l'année de draft de bébé, c'est dans 20 ans à peu près, c'est bon? T'as 20 ans pour avoir la licence NBA. Super agent. Okay. Donc, non, le plan, c'est d'obtenir toutes mes licences, d'apprendre auprès d'autres agents parce que j'ai plein de choses à apprendre dans ce milieu finalement. Et après, potentiellement, du coup, me lancer toute seule. Mais je pense pas que je me lancerai toute seule directement. J'ai envie d'apprendre de pro, d'apprendre un petit peu plus les in and out du métier. Ok, bon, cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Non, pas spécialement. C'est bien, on a fait le tour. C'était pas juste femme 2, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'un point de vue perso, pro? T'es lié au basket et en ce moment il y a forcément ça qui prend une grande partie de votre vie, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La réussite de ma licence et la réussite de manière générale. Le podcast de la saison prochaine sur les salaires, on fait intervenir un agent et puis t'auras ta licence, donc on pourra faire ça. Carrément, pourquoi pas. Bonnes vacances, profitez Merci. bien. La saison prochaine c'est retour à Nancy, donc là tranquille, un été serein. C'est la première fois que vous avez un été où vous savez aussi longtemps à l'avance où vous êtes? Oui, parce que la première année, on avait re-signé, mais on avait re-signé après que j'avais fait tous les cartons déjà. Ok. On était déjà reparti aux États-Unis et on a re-signé. Regardez vraiment les TikTok parce que c'est vrai qu'on voit les valises qui se préparent. C'est une vie qui est pas commune, quoi. Non. Puis cette année, on déménage de notre appartement, donc en fait, j'ai quand même refait les cartons. Donc, on est serein. Ok, bonne visite d'appartement. Merci. Le podcast est un peu plus court que d'habitude, parce qu'il y a une visite d'appartement en plus. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.